Salut et bienvenue dans Fade Away, le podcast qui prend du recul sur l'actualité basket. Ici on analyse et on décrypte tout ce qui fait le quotidien de la Grande Ligue. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Anthony for three. Bang! That one goes down and the game is tied. Je suis content d'être de retour là après quelques jours d'absence et surtout après un dernier épisode un petit peu différent où j'ai parlé de la NBA Europe. D'ailleurs, j'en profite là, n'hésitez pas à aller l'écouter. C'est un format un petit peu différent certes, mais c'est vachement intéressant. Et j'ai aussi des super intervenants dedans. J'ai Fred Weiss notamment, que vous connaissez peut-être et qui est souvent sur Beansport ou sur RMC. Voilà. Mais là, on va revenir sur du décryptage de franchise. On est en fin de saison, dans la dernière ligne droite avant les playoffs, donc on a un petit peu le temps de parler d'une franchise. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une équipe qui est très surprenante cette année. Alors, c'est pas une franchise que personnellement je porte dans mon cœur, étant donné que je suis fan des Knicks. Il y a une grosse rivalité avec eux, mais c'est les Boston Celtics. Et c'était très important pour moi d'en parler parce qu'il faut que je le reconnaisse. Ils font une saison qui est très très honorable, plus qu'honorable d'ailleurs. Une très bonne saison parce qu'ils ont perdu leur meilleur joueur qui est Jason Tatum pendant plus de 10 mois quand même. Et là, il a effectué son retour au début du mois de mars. Donc, ça va être l'occasion justement de faire le point sur ces Boston Celtics qui sont désormais au complet ou presque avant d'entamer le sprint final. Est-ce que c'est suffisant cette situation pour se poser la question? Et pour que je me demande, on peut se demander, est-ce que les Boston Celtics sont les nouveaux favoris au titre? Voilà, les favoris au moins de la conférence Est. On va essayer d'y répondre dans cet épisode. Bon, je vais remettre un petit peu de contexte. Jason Tatum, quand il se blesse, on est la saison dernière, donc en 2024-2025, second tour des playoffs face aux New York Knicks, rupture du tendon d'Achille, 10 mois d'absence, donc c'est une catastrophe aux Celtics. Tout le monde pense que Boston va tanker cette saison, mais non, c'est pas le cas. Ils font une très bonne saison au global. Ils ont un bilan de 47 victoires pour 25 défaites. Au moment où je tourne, là on est le 25 mars. Donc pas beaucoup de monde n'avait annoncé Boston aussi haut. Si on reprend les Power Rankings, donc c'est les pronostics du début de saison de plusieurs médias américains, Bleacher Report qui avait annoncé Boston 9e, ESPN qui les avait annoncés 7e, The Athletic qui les avait annoncés 11e, donc au mieux play-in, mais c'est tout. Et au final, ces Boston Celtics, ils ont fermé la bouche de tout le monde. Et comment ne pas parler des Boston Celtics sans évoquer le cas de Jaylen Brown? J'ai décidé de commencer par lui parce que Jaylen Brown est absolument monumental cette saison. Et je pense qu'il est l'heure pour moi personnellement de faire mon mea culpa. Alors je vais vous expliquer pourquoi je dis ça, mais ça fait plusieurs années que j'avais du mal avec Jaylen Brown. Au niveau notamment du statut qu'on lui donne. C'est-à-dire que certains lui donnaient un statut de superstar. Je voyais beaucoup de gens, j'entendais, je lisais beaucoup de gens dire oui, il faut donner plus de responsabilité à Jaylen Brown, oui, si on enlève Jason Tatum, Brown ce sera un candidat MVP, etc., etc. Et moi, personnellement, j'avais beaucoup de mal autour de cette idée, parce que pour moi, Jaylen Brown n'était pas mieux qu'un numéro 2, qu'un lieutenant de luxe, on va dire ça comme ça. Un petit peu à l'image d'un Scottie Pippen. Quand je dis lieutenant de luxe, ça n'a rien de péjoratif. Regardez Scottie Pippen, l'exemple que je viens de donner, toute sa carrière, ça a été le lieutenant de luxe de Michael Jordan. Par contre, ça n'a jamais été un numéro 1. Pour moi, c'était ça, Jaylen Brown. Et je pense aussi, là où j'ai du mal, je pense que c'est ce qui m'a biaisé dans ma vision que j'ai de ce joueur, c'est le contrat qu'on lui a donné. Alors, à l'été 2023, il a signé, écoutez bien, un contrat de 304 millions de dollars sur 4 ans. À ce moment-là, c'était le plus gros contrat, le contrat le plus cher de l'histoire, tout simplement. C'est un contrat qui est toujours actif, et en 2029, d'ailleurs, il va toucher 70 millions de dollars. Donc, c'est absolument ahurissant. Pour moi, c'était beaucoup trop et j'avais du mal avec ça parce que j'estimais que Jaylen Brown n'assumait pas la valeur de son contrat jusqu'à présent. Et pour le coup, cette saison, force est de constater qu'il est en train de jouer comme un MVP. Là, il n'y a pas à dire. Il joue comme un MVP et il doit être top 10 MVP.
il sera peut-être un peu plus haut. Je pense qu'il le sera dans le top 10. Mais parce que ça a été le meilleur joueur des Celtics sur cette saison. Et si les Celtics sont aussi bien classés, c'est aussi grâce à Jaylen Brown, qui a été absolument incroyable. C'est devenu une menace polyvalente au niveau du scoring. Il score à 3 points, il score à mi-distance, il score à l'intérieur, il va chercher ses fautes. Et ce qui m'impressionne en plus, c'est que c'est aussi devenu une bête en isolation 1 contre 1. Il est vraiment devenu très très fort dans ce domaine-là. Cette année, il tourne à 28,5 points par match. C'est évidemment la meilleure saison de sa carrière. Donc là, on peut le dire, oui, Jaylen Brown est devenu une superstar. Et d'ailleurs, j'imagine qu'il avait beaucoup de gens qui le défendaient. Quand je disais que j'avais du mal avec lui avant, vous auriez pu me dire, oui, il est All-Star, oui, il était MVP des finales, oui, il était champion, etc. Mais je pense que la saison qu'il a faite là, avec tout le contexte qu'on a autour, les absences, la blessure longue durée de Jason Tatum, oui, Jaylen Brown est devenu une superstar et là, ça y est, il assume enfin le contrat qu'il a signé il y a 2 ans. Et je vais en parler de Jason Tatum, évidemment que je vais en parler, j'attendais qu'il revienne justement pour faire cet épisode, pour voir de voir comment ça allait se passer, plutôt le retour de Jason Tatum. Et franchement, son retour pour moi, il est réussi. Alors, il y a quelques points qui m'ont un petit peu interpellé. Déjà, je m'attendais à ce qu'ils soient en limitation de minutes. C'est pas le cas. Je prends l'exemple sur ces 3 premiers matchs. Donc, face à Dallas, face à Cleveland, face à San Antonio, il a joué 27 minutes sur ces 3 premiers matchs. Donc, c'est beaucoup quand même quand tu reviens de 10 mois d'absence, que tu reviens d'une rupture du tendon d'Achille. Et surtout, vu la saison que font les Celtics, je pensais qu'il allait être mis un peu plus au repos, histoire de ne pas prendre de risques. Mais ils ont décidé de prendre une autre direction, je la comprends aussi. Ils veulent se dire que voilà, il reste plus que 2 mois, enfin il est revenu début mars, donc à ce moment-là il restait 2 mois avant la fin de saison régulière. Ils voulaient faire en sorte que Jason Tatum reprenne du rythme, reprenne un petit peu de l'esprit de compétition dans les jambes pour être à 100% pour les playoffs. C'est la direction qu'ils ont décidé de prendre. Pour moi, c'est un petit peu risqué parce que t'es pas à l'abri qu'il se répète et que là, tu sois de nouveau dans la panade. Mais pour l'instant, ça a l'air de tenir et il est très fort. Dans le jeu, il est là où je l'attendais. Franchement, Jason Tatum, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de choses qui sont très surprenantes. Il est là où je l'attendais, c'est-à-dire que il prend ses tirs et il joue comme s'il n'a jamais été blessé en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que on remarque qu'il n'a pas peur. Parce que justement, une blessure comme celle-là, tu pourrais avoir peur d'aller au contact, etc. au début, mais lui non, il n'a pas peur et voilà, il va au contact et franchement, il prend des risques. Et peut-être qu'il a raison parce qu'au moins ça lui permettra d'être à 100% et de reprendre le rythme. Et surtout que c'est surtout physiquement que je le trouve vraiment impressionnant d'ailleurs parce que quand tu te baisses comme ça avec la rééducation, tu peux perdre peut-être un petit peu en musculature, etc. Lui non. Il n'a pas perdu, je le trouve vraiment impressionnant. Alors, je pense qu'on ne verra pas la version optimale de Jason Tatum sur cette fin de saison, c'est même sûr, mais il aura le niveau nécessaire pour que Boston fasse une bonne fin de saison. Si la saison de Boston elle ne s'était pas aussi bien passée, je pense qu'il ne serait pas revenu du tout. C'est même une certitude, mais là, avec la saison qu'ils sont en train de faire, les Celtics peuvent vraiment avoir des ambitions. Ils peuvent vraiment espérer aller très très loin avec son retour. Parce que je trouve que Jason Tatum a une approche différente dans le jeu. Il est beaucoup plus complet. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup plus de création de sa part. Il joue beaucoup plus pour les autres. Et s'il ne joue pas plus pour les autres, il y a beaucoup plus d'agressivité dans son jeu. Comme je l'ai dit, il n'a pas peur d'aller au contact. Beaucoup d'isolation. Il a confiance en lui pour jouer ses 1 contre 1. Donc j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus inarrêtable qu'avant. Alors c'est sûrement une impression visuelle, mais voilà, en tout cas j'ai l'impression qu'il n'a rien perdu de son basket et que Jason Tatum est revenu au même niveau qu'il l'était avant sa blessure. La particularité et la force de ces Boston Celtics, c'est que c'est une équipe qui a une identité de jeu basée sur son système. C'est-à-dire que c'est une équipe qui joue pour l'équipe et qui joue pas pour ses joueurs. Je vais prendre un exemple. Au Denver Nuggets, si tu retires Nikola Jokic ou Jamal Murray, Denver va être obligé de changer sa manière de jouer. Là, à Boston, c'est pas la même chose. Jason Tatum, il s'imbrique dans un système et dans une manière de jouer qui est celle des Celtics.
C'est-à-dire que c'est pas les Celtics qui jouent pour Tatum, mais c'est Tatum qui joue pour les Celtics. Et ça, c'est hyper intéressant à voir. Parce que son retour, il n'apporte que du positif du coup. Parce que tu remplaces mathématiquement et numériquement un joueur qui est au même poste que toi dans ce système-là. Et du coup, tu es plus fort que le joueur que tu remplaces. Parce que tu prends la place d'un Sam Hauser ou d'un Hugo Gonzalez ou d'un Jordan Walsh ou d'un peu importe qui tu veux. Fondamentalement, Jason Tatum est plus fort que lui. Donc ça peut apporter que du positif à ce système-là. Et ça va être quelque chose qui peut faire la différence dans certains matchs parce que les Celtics, c'est une équipe capable de bien jouer même sans Brown et sans Tatum. Et on l'a vu depuis le début de la saison, quand Brown allait s'asseoir sur le banc, ils ont continué à bien jouer et parfois ont même gagné des matchs sans lui. Et ça, c'est hyper précieux, je trouve. Donc c'est ce que je disais, le retour de Jason Tatum n'a pas pénalisé les Celtics, au contraire, il n'a fait qu'élever le plafond de cette équipe. Par contre, défensivement, Tatum, on avait l'habitude de voir un joueur qui était concerné, qui était capable de faire des bonnes choses. Alors, il est toujours concerné, mais là, j'ai trouvé qu'il a été moins responsabilisé. Et on a essayé de le cacher un petit peu plus. C'est-à-dire que, d'habitude, il défendait sur parfois même les meilleurs joueurs adverses. Là, on l'a demandé de défendre, on l'a mis sur des joueurs qui sont plus faciles à manier, qui sont plus faciles à arrêter. Et c'était pas le cas avant. Et ça, je pense que c'est quelque chose de normal, parce que encore une fois, il s'est pété le tendon d'Achille, donc il a moins d'explosivité pour tenir les gars qui sont en face. Donc peut-être qu'il sera plus à l'aise dans ce rôle-là pour l'instant. Mais par contre, là où il est intelligent et là où sa défense ne pénalise pas son équipe, c'est parce qu'il compense, parce qu'il est précieux sur le rebond défensif. Il a une présence qui peut gêner les joueurs adverses dans ce domaine-là. Mais la force de ces Boston Celtics, ce n'est pas seulement Jaylen Brown, ce n'est pas seulement Jason Tatum, c'est surtout son collectif qui est vraiment, mais vraiment très bien coaché cette année. Et ça, c'est à mettre au crédit de Joe Mazzulla. Alors, c'est un coach avec qui j'avais beaucoup de mal avant, dans sa manière de jouer au basket, dans le basket qui était proposé. Moi, ça ne me parlait pas. Personnellement, c'est mon avis. Moi, le basket proposé par Joe Mazzulla me fait pas me lever de mon siège. Mais par contre, c'est un coach qui a su s'adapter avec les nombreuses pertes qu'il a eues. Donc il a eu Jason Tatum, comme je l'ai dit, répété, mais il y a aussi des départs, le départ de Kristaps Porzingis, le départ de Jrue Holiday notamment, il y a celui aussi d'Al Horford, qui étaient des joueurs importants. Tout ça, c'était des joueurs importants dans ce groupe-là de Boston, dans cette rotation qui a été championne en 2024. Et Joe Mazzulla, il a réussi à responsabiliser des joueurs et à donner de la valeur à des joueurs qu'on n'attendait pas forcément, voire pas du tout dans cet effectif. Je peux penser à Jordan Walsh, je peux penser encore à Hugo Gonzalez. Ces deux joueurs-là, ils montrent vraiment des bonnes choses. Défensivement, ils sont présents dans le duel, ils donnent beaucoup au niveau de l'intensité, ils sont présents sur le repli défensif, enfin bref. Ils sont bons dans tous les petits détails, toutes les petites choses qui font qu'ils ont leur place dans la rotation et qu'ils ont des vraies minutes avec des vrais rôles à jouer. On a même vu des joueurs comme Josh Minott, qui est un joueur assez jeune, assez brut encore, qui n'a pas eu beaucoup sa chance en NBA, qui vient des Timberwolves. Et là, il a profité des absences, il a profité des opportunités qu'il a eues pour se montrer et proposer des choses vraiment intéressantes sur le parquet et apporter quelque chose aux Celtics cette saison. Et ça, c'est quelque chose de plus global que j'avais vraiment envie de mettre en avant sur les Celtics, c'est que Boston a vraiment une capacité à développer des joueurs en interne qui est assez impressionnante. C'est-à-dire que, je les ai cités juste avant, mais quand on regarde leur effectif en détail, il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés à Boston qui étaient des no-name. Personne ne les connaissait et maintenant, c'est des joueurs qui font partie d'un effectif qui est top 3 de la conférence Est. Et ça fait longtemps que c'est le cas. On peut remonter plusieurs années en arrière, notamment je vais prendre l'exemple de Peyton Pritchard qui a été drafté en 26e position en 2020. À ce moment-là, il avait déjà 23 ans, donc c'était un rookie qui était assez âgé et qui avait sur le papier une marge, je pense en tout cas, une marge de progression assez limitée. Et en plus de ça, lors de ses 3 premières saisons à Boston, son rôle et ses minutes, elles sont assez faibles. D'ailleurs,
Ces minutes, elles diminuent d'année en année. Quand tu regardes en 2023, il ne joue que 13 minutes par match et il joue que 43 rencontres sur 82 possibles. Donc c'est pas forcément un rôle majeur à Boston, bien au contraire. Et pourtant, en 2026, 3 ans plus tard, il est 6e homme de l'année en titre. Et cette saison plus particulièrement, c'est tout simplement le 3e meilleur joueur de son équipe. Donc sa progression, elle a été express et surtout, elle est dingue à Peyton Pritchard. Un autre exemple qu'on peut donner, c'est celui de Sam Hauser, qui est arrivé en 2021 et qui n'était pas drafté en plus de ça. Au moment où il signe, c'est un two-way contract. Il a déjà 24 ans, donc c'est pas forcément pour jouer les premiers rôles. Personne ne le connaît, personne ne pense qu'il peut devenir une pièce importante de la rotation de Boston. Et pourtant, Sam Hauser, il continue de faire son trou, il continue d'apporter, il continue d'être une menace hyper fiable à 3 points. C'est notamment son shoot, c'est sa régularité, son niveau au shoot qui lui permet de gravir au fur et à mesure les échelons et de se faire sa place dans cette rotation des Celtics. Et cette saison, en 2025-2026, il sort la meilleure saison de sa carrière, tout simplement. On peut donner encore un autre exemple, et j'avais envie d'en parler, c'était celui de Nimi Asqueta. C'est un très bel exemple celui-là, et c'est une très belle histoire aussi, parce que si vous ne le savez pas, il est portugais, et c'est le premier portugais de l'histoire de la NBA. Donc c'est déjà historique, et quand il arrive à Boston, rendez-vous compte, il arrive via un two-way contract lors de la saison 2023-2024, après s'être fait couper par les Sacramento Kings. Et Sacramento, c'est peut-être la pire franchise de l'histoire de la NBA, ou du moins la pire franchise des dernières années, voilà, si je veux rester sympa avec eux. Et en plus de ça, quand tu regardes bien, Keita il ne joue que 20 matchs en 2 ans à Sacramento. Je me suis pas trompé, j'ai bien dit 20 matchs en 2 ans, donc c'est nul, quoi. Enfin, c'est famélique. Donc, quand tu te fais couper par les Kings, on s'imagine pas forcément que tu peux avoir une trajectoire comme celle-là. On se dit plutôt, tu te fais couper par une franchise comme Sacramento, t'as pour l'instant plus ta place en NBA, peut-être que tu dois revenir en Europe, je sais pas. Et pourtant, Nimi Asqueta, il a encore une fois prouvé le contraire, il a encore une fois prouvé que les Celtics étaient une franchise différente qui pouvait développer n'importe quel joueur, parce que 3 ans plus tard, il a été, pendant une grande partie de la saison, pivot titulaire d'une équipe qui est top 3 à l'Est et qui a des ambitions. Voilà, donc Nimi Asqueta, c'est aussi la définition d'une franchise qui développe bien ses joueurs. Même un joueur comme Baylor Scheierman, qui est arrivé par la petite porte en toute fin de premier tour de la draft 2024, il était 30e, 29e, 30e choix je crois, donc son rôle il est limité, mais Boston est patient. Baylor Scheierman, il montre quand même de belles choses de temps en temps sur le peu de temps de jeu qu'il a eu, mais saison après saison, je pense que son importance, elle va commencer à grandir. Et pour moi, c'est pas exclu que d'ici 2, 3, 4 ans, ça devienne une pièce importante, ou du moins une pièce, un joueur régulier de la rotation des Celtics, à l'image des joueurs que j'ai cités juste avant. Non, franchement, Boston sur ce point-là, c'est beaucoup trop fort. Et dans les bureaux aussi, c'est super bien géré. Il faut mettre de la lumière, même si je pense qu'il n'y en a pas besoin, sur Brad Stevens. C'est vraiment le meilleur dirigeant de la ligue, je pense qu'il n'y a pas de doute. Ou si c'est pas le cas, c'est top 3 des meilleurs dirigeants de la ligue depuis qu'il est directeur. Enfin, voilà, il est passé président des opérations de basket, plutôt. Donc c'est exceptionnel. Son travail depuis qu'il est à ce poste-là, l'effectif est super bien construit malgré toutes les pertes. Et Joe Mazzulla, je l'ai dit mais je le répète, il arrive à faire du super travail en responsabilisant et en donnant de l'importance à des joueurs qui n'étaient pas forcément annoncés à ce niveau-là. Donc franchement, il faut respecter le boulot du coach. En plus, Joe Mazzulla, c'est sa première expérience de head coach. Il est arrivé sur le banc des Celtics qui avait des grosses ambitions. Il a réussi à être champion. Là, le contexte était un peu différent. Il a eu des pertes et pourtant, il arrive quand même à être compétitif. Donc, il faut respecter ça. Il faut juste saluer le travail. Franchement, quand tu es fan des Celtics, franchement, ça doit être kiffant de suivre cette équipe parce que ils réussissent tout ce qu'ils tentent. Moi, ça me rend presque jaloux. Ils se trompent jamais dans les décisions et dans la direction qu'ils prennent, Boston. Ils jouent pas forcément sur plein d'aspects à Boston, mais leur formule, c'est la même et elle continue de gagner. C'est beaucoup de tirs à 3 points, peu de tirs au cercle, peu de tirs à l'intérieur et peu de ballons perdus. Là, l'équation, elle est simple. Du coup, si tu attaques moins la raquette, moins le cercle, tu prends un peu de moins de risques, donc du coup, tu perds moins de ballons. À Boston, cette identité de jeu, elle est très forte.
elle n'a pas bougé et ça gagne toujours, encore et encore et encore. Et cette saison encore, ils prouvent que cette façon de jouer, c'est la meilleure possible pour eux. Alors maintenant, tout n'est pas beau. Je pense qu'il y a des points d'amélioration pour ces Celtics. Je veux dire, aucune équipe n'est parfaite, je pense. L'équipe parfaite, ça n'existe pas. Déjà, à l'inverse qu'on a pu voir ces dernières années, le jeu offensif de Boston n'est pas collectif. Je viens de l'expliquer juste avant. Mais quand tu te plonges dans les statistiques, il y a très peu d'assists par match. Très peu de passes décisives. Ils sont à 24,4 par match. Il n'y a pas beaucoup de systèmes innovants. C'est beaucoup de fixations. Cette saison, du coup, c'était Jaylen Brown dans ce rôle-là, étant donné que Tatum n'était pas là, mais beaucoup de fixations de Jaylen Brown. Et derrière, ça t'ouvre des espaces qui te permettent d'avoir des tirs ouverts de la part de ses coéquipiers. Je parle des tirs à 3 points. Je vais parler de Derrick White et de Peyton Pritchard, qui sont les deux meilleurs joueurs cette saison à Boston derrière Jaylen Brown. Ils font une bonne saison globalement, mais quand tu regardes, ils ne sont pas assez efficaces que ça à 3 points en fait. Ils sont à 40% au tir global, 40% au tir pour Derrick White, 45% pour Pritchard, donc là-dessus c'est pas mal, mais par contre, longue distance, 32,5% de réussite pour White, un peu plus de 35% pour Pritchard. Ça, je pense que c'est moyen globalement, mais le plus inquiétant, pour moi, et c'était surtout le cas en début de saison, c'était leur secteur intérieur. Alors oui, Neemias Queta, je l'ai dit, il a fait de très bons passages, il a eu de très bonnes minutes. En plus de ça, en tant que starter dans un nouveau rôle. Luka Garza aussi, il a apporté beaucoup, mais franchement, ça restait faible dans l'ensemble. Alors, l'arrivée de Nikola Vucevic, elle était censée apporter un petit peu de densité, de talent, un petit peu d'expérience à l'intérieur. Mais malheureusement, il s'est blessé. Là, au moment où je parle, il est toujours blessé, il s'est cassé le doigt. Mais il est en train de revenir pour essayer d'être opérationnel avant les playoffs. Mais sinon, mis à part ça, le secteur intérieur, globalement, cette saison pour les Celtics, il était assez faible. Je remarque une faiblesse au rebond, notamment sur le rebond défensif. Donc, ils ont encaissé 16 points par match sur seconde chance. C'est beaucoup. Ça veut dire qu'en gros, leur adversaire leur inscrivent sur la tête 16 points sur les rebonds offensifs qu'ils prennent. Donc ça, c'est beaucoup. Et cette défense intérieure, cette faiblesse sur la défense intérieure, elle amène beaucoup d'aide et malheureusement ça crée des tirs ouverts pour les adversaires qui sont en moyenne à 37% de réussite. Donc c'est dans la moyenne haute, on va dire, ils mettent 37, les adversaires des Celtics marquent 37% de leurs tirs tentés. Et une stat que j'ai vue en faisant mes recherches, c'est le bilan des Celtics qui est mauvais face aux autres favoris. Ils sont en 0-2 face aux Nuggets, 0-2 contre Minnesota, 0-2 aussi contre les Spurs, en 1-2 contre les Knicks, en 0-1 contre OKC. D'ailleurs, là, ils jouent contre le Thunder ce soir, donc au moment où le podcast va sortir, vous aurez le résultat, donc peut-être qu'ils auront gagné. Mais voilà, ça rappelle que Boston a encore beaucoup de choses à prouver face aux grosses équipes cette saison. À la base, ça devait être une saison de transition, voire une année blanche pour Boston. Mais décidément, les Celtics, c'est une institution à part. Voilà, Boston a réalisé, et réalise encore d'ailleurs une saison qui est inattendue et admirable. Voilà les mots que je voudrais employer, je pense que ces mots sont bons. Et la conférence Est, en plus, cette année, elle est plus ouverte que prévu parce qu'on a Détroit qui est bien accroché à sa première place depuis le début de la saison. On a New York qui a une saison en 2 temps mais qui est toujours au rendez-vous. On peut avoir aussi Cleveland qui reste en embuscade malgré tout. Mais le retour de Jason Tatum va tout changer pour les Celtics et désormais ils peuvent avoir de très très grandes ambitions, je pense. Ils ont été champions il y a 2 ans, donc ils connaissent déjà le chemin, ils ont déjà l'expérience. On sait très bien que la NBA ça va très vite, et qui sait, peut-être que Boston sera de nouveau au sommet de la ligue au début du mois de juin prochain. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à donner votre avis sur le sujet en commentaire. Fade Away est disponible sur tous les réseaux, Insta, X, TikTok, mais aussi sur YouTube. Encore merci de m'avoir écouté, restez branchés pour la suite, à très bientôt sur Fade Away.